Donc c'est le petit dernier. Alors, j'ai une petite question. Pourquoi enfin non, c'est pas pourquoi, ça te paraît une évidence quand tu expliques ton histoire et par rapport à ton écriture, mais tu te fais la spécialité de l'historique finalement. Est-ce que tu as envie d'en sortir ou pas? Est-ce que tu veux rester là-dedans? Est-ce que c'est en toi? Est-ce que je sais pas, tu sais, j'ai déjà écrit, donc je te dis, ce livre sur la rivière des âmes. Je pense que ce qu'il y a surtout, c'est que les gens aujourd'hui, même là-dedans, ouais. Donc c'est très difficile, tu sais, quand tu as une étiquette, de sortir d'une étiquette. Mais je te rappelle, j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, que j'ai fait beaucoup d'autres choses avant, j'ai écrit des chansons aussi. Oui, voilà, il y a eu tout ça, mais le grand public te connaît comme l'auteur du Lit d'Aliénor. Enfin, je fais un raccourci. Oui, mais c'est un peu ça. Mais si tu veux, on me connaît dans cette... Alors, en même temps, c'est pas du roman historique pur et dur. J'ai beaucoup de lecteurs de thrillers, j'ai beaucoup de lecteurs de polar, j'ai beaucoup de lecteurs de fantasy, j'ai beaucoup de lecteurs historiques aussi. Donc, si tu veux, je suis un petit peu dans un truc à part, quoi. Ouais. Et finalement, qui me va bien, parce que je me sens bien. Voilà. Et puis, j'ai plein d'histoires encore dans la tête à raconter. Très bien, ça, c'est bon, ça. Mais pourquoi pas autre chose, tu vois, pourquoi pas autre chose? Parce que j'ai aussi pas mal d'idées. Mais t'écris sur des choses qui te viennent... Je n'ai jamais, de toute manière, écrit... un truc forcé, quoi. Enfin, voilà, un livre qui me... J'ai toujours écrit ce que j'avais envie d'écrire quand j'en avais envie et ce que j'avais besoin d'écrire quand j'en ai eu besoin. D'accord. Donc, tu vois, j'ai mis 10 ans pour sortir le Lit d'Aliénor pour une raison toute bête, parce que... un tas de gens qui me disent, mais enfin, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait tout de suite après? Tu sais, je suis partie de pas grand-chose, hein, puisque tu le rappelles, j'étais au RMI, j'étais paumée, parce que malgré tout le Blayais, c'est un peu paumé. Hein, oui, un petit peu. On leur fait de gros bisous au Blayais, mais c'est vrai que c'est un petit peu paumé. Donc, tu imagines une nana qui sort de nulle part, qui sort 1 million d'exemplaires, brusquement, plaf comme ça, comme tiré d'un chapeau. On a dit que j'étais la J.K. Rowling de l'Aquitaine, youpi, tu vois. Oui, ça a été dit, ça, ouais. Mais oui, mais alors... Et face à ça, je me suis dit, oui, mais voilà, si j'écris la suite maintenant, qu'est-ce qu'on va penser? Que c'est trop la facilité, peut-être. Voilà, c'est la facilité. On aurait pensé la facilité. On aurait pensé, voilà, elle a un succès. Ou alors, t'aurais fait vraiment J.K. Rowling, une série de 10 oui, mais dans ma tête, je me suis dit, on va s'imaginer que je surfe sur le succès, que j'utilise ça, et peut-être que je sais pas faire autre chose. Et moi, je crois que j'avais surtout envie, besoin d'une part de prouver que j'étais un véritable écrivain, et de me le prouver à moi aussi, tu vois, donc en faisant autre chose. Ça avait marché, ok, très bien, mais voilà, j'avais pas envie qu'on me colle cette étiquette-là, tu vois. Oui, et c'est pas mal, parce que finalement, 10 ans plus tard, t'es encore là. 10 ans plus tard, je suis encore là. Je suis là avec ce livre que tout le monde attend, mais qui a mûri aussi. Mon écriture a mûri aussi. Donc, même si je l'aborde de la même manière qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire avec la même innocence dans l'écriture au départ, il y a quand même... tu vois, il y a une maturité dans l'écriture que t'avais pas il y a 10 ans. Que j'avais pas. Il y a aussi... il y a aussi émotionnellement une maturité, parce que c'est un livre qui émotionnellement est très fort, tu vois. Bon, c'est souvent le cas de ce qu'on me dit de mes autres livres, mais celui-là, pour moi, il a une... Et tu verras quand tu auras le tome 2. Oui, je veux le tome 2. Non, émotionnellement, c'est un livre qui m'a arraché autant de larmes que de rires. Ouais. Et je crois que j'avais besoin de ces 10 ans de plus. Oui, aussi, pour pouvoir aussi arriver donc, tout ça fait que il arrive maintenant parce que c'est le bon moment pour moi, et parce que je crois qu'aujourd'hui j'ai plus rien à prouver à personne, et que aujourd'hui il est légitime. Je crois que s'il était sorti il y a 10 ans, il y a des gens pour qui il aurait été peut-être négligé, parce qu'une suite, parce que voilà, pour toutes ces raisons-là. Ou peut-être qu'il n'aurait pas eu l'engouement. Non, l'ampleur qu'il a aujourd'hui en tant qu'écrit, parce que voilà. Mais quand tu sors le premier tome, non, le Lit d'Aliénor, quand tu le sors, tu sais que tu vas faire une suite ou pas? J'avais un sentiment d'inachevé. D'accord. Maintenant, j'ai toujours dit non, je ferai pas de suite, parce que voilà. Alors, ce qui a déclenché aussi le fait que je m'y remette, c'est aussi parce que j'ai écrit donc cette fameuse Rivière des âmes, et pendant que j'écrivais la Rivière des âmes, qui a un lien avec le Lit d'Aliénor. Parce que l'héroïne, c'est un écrivain qui brusquement reçoit des informations sur son premier livre. Et son premier livre, c'est le Lit d'Aliénor. C'est comme si j'avais raconté l'histoire de la jeune femme que je voyais dans le miroir, tu vois, émotionnellement aussi. Et donc, en fait, au moment où j'écrivais ça, me sont arrivées réellement des informations que j'avais demandées à l'époque sur le Lit d'Aliénor, qui remettaient en cause certaines choses. Okay. Et je me suis dit, si ça les remet en cause, c'est que l'histoire n'est pas finie. Si elle n'est pas finie, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et donc, à partir de là, j'avais ce que je te dis, la maturité
d'écriture, la reconnaissance d'écrivain et la maturité émotionnelle pour aller jusqu'au bout de ça. Et du coup, voilà, ça donne un très bon bouquin. Ça donne un livre qui pour moi, qui marche très, très, très fort, parce qu'apparemment, le bouche à oreille fonctionne bien. Et c'est vrai qu'on est tous restés sur une image très forte. Enfin, j'ai parlé pas mal à beaucoup de tes fans et ils sont tous restés sur l'image d'Aliénor. C'est vrai que le personnage est attachant, Loana est attachante, on est en Aquitaine, on peut voir les vestiges historiques aussi directement. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a tout ça aussi qui rentre en jeu, mais au-delà de ça, on a gardé vraiment une image forte de ce roman. Oui, c'est curieux parce que... Et c'est bizarre, pourquoi alors peut-être parce que ça se faisait pas avant, peut-être qu'il n'y avait pas eu ça. Si, il y a eu beaucoup de choses sur Aliénor, mais si tu veux, le côté magique, peut-être, le côté druidique. Ce qu'on me dit souvent, c'est que ce livre-là, plus que les autres, est habité. C'est pas faux. Tu vois, et sensation. On a l'impression qu'elles existent. Déjà, on vient d'apprendre qu'elles existaient. Oui, mais en plus, si tu veux, quand les gens me disent, mais c'est bizarre, parce que quand on lit, on a l'impression que quand vous avez écrit, vous aviez, vous aviez Loana derrière, qui vous racontait son histoire. Et ça, c'est très vrai. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est très vrai, effectivement. C'est un peu le sentiment que j'ai, puisque moi, cette histoire, on me la raconte depuis que je suis toute petite, quelque part. Et alors, ce qui est étrange aussi, c'est que... Alors, voilà, ça c'est une question en tant qu'auteur. Est-ce que tu mets à chaque fois de toi dans les romans ? Est-ce qu'il y a un personnage, ça c'est une question classique qu'on a dû déjà te poser. Dans La rivière des âmes, oui. Oui, mais dans les autres, non. Et ou alors étrange. Ça se fait à mon insu. Voilà, alors c'est étrange parce que à des moments, moi qui te connais un tout petit peu, je me dis, tiens, ça pourrait être Mireille. Alors tu passes que ce soit dans le personnage de Loana, que ce soit dans le personnage d'Aliénor. Et c'est toujours étrange. Et c'est vrai que ce dont tu expliques, le côté, on a l'impression qu'elles sont juste à côté de toi, c'est vrai, on a vraiment l'impression... Oui, c'est ça. Que t'étais à cette époque-là, en fait. Hein. T'étais observateur. Je sais pas ce que j'y faisais, mais... J'étais peut-être la petite mouche, tu sais, qui voltait autour et qui est tout enregistrée. Toi, t'as vécu longtemps pour une mouche, quand même, parce que... Je dirais pas un drone américain, mais... Non, mais c'est vrai que bon... Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe avec ce bouquin. Et la suite... alors moi j'avais peur de ça, que la suite finalement tu retrouves pas ce côté qui fait on a envie de lire jusqu'à la fin, la dernière page en une nuit. J'aurais pu le faire si je travaillais pas le lendemain, mais oui, on a retrouvé la magie d'Aliénor et de Loana et en plus on part en Angleterre. Oui, là, parce qu'on peut faire aussi un point. On s'arrête au lit d'Aliénor. On s'arrête au moment de son mariage avec Henri Plantagenet. Donc, il faut rappeler d'abord qui elle était. Aliénor, duchesse d'Aquitaine. On est au XIIe siècle. Elle a été l'épouse du roi de France. Elle l'a jeté comme un vulgaire Kleenex quand elle en a eu marre. Et puis, il faut dire qu'en même temps, c'était pas cool. Et en fait, elle devient l'épouse donc d'Henri Plantagenet et elle va devenir reine d'Angleterre. Donc, c'est vrai qu'en même temps, Aliénor est un personnage vraiment de légende, une femme exceptionnelle. Je ne crois pas que dans l'histoire, on ait eu quelqu'un qui ait eu autant d'impact sur son entourage, sur la vie politique, sur la vie sociale, sur tout ça. C'est une femme vraiment exceptionnelle. Qu'on aime l'histoire ou qu'on ne l'aime pas, cette femme-là, elle a un charisme exceptionnel. D'abord parce qu'elle a... Si aujourd'hui, presque, tu vois, on parle beaucoup de femmes politiques en ce moment et autres. Oui, la place de la femme dans des rôles politiques. Tu vois, je crois qu'elle est le précurseur de ces femmes-là, d'une certaine manière, parce qu'elle a imposé, tu vois, je donne 2-3 exemples, dans un paysage où les hommes avaient tout pouvoir. Oui, parce que c'est pire qu'aujourd'hui, en même temps. Voilà, faut rappeler l'histoire. On est dans une époque où la femme n'a pas droit de dire grand-chose, elle est mariée contre son gré, elle est utilisée par les messieurs quand ils en ont envie ou pas. C'était super sympa, tu vois, c'était vraiment... Il y a certains hommes politiques, je ne citerai aucun nom, mais qui auraient été ravis de vivre à cette époque, tu vois. On ne voit pas du tout de qui tu parles. Absolument pas. Et donc, enfin, tu vois le schéma. Et elle arrive et elle dit... Ça suffit. Ça suffit. Moi, je veux que la femme soit respectée. Je veux que la femme, elle soit courtisée. Je veux que la femme, elle soit C'était aimée. une grande féministe, en fait. Absolument. Et donc, elle impose les cours d'amour. Et elle impose, si tu veux, par le biais des troubadours, un respect de la femme exceptionnelle. Avec des règles, avec tout un cheminement d'esprit. Et elle impose, du coup, avec l'amour courtois, tout ce qui va naître avec la littérature, puisque c'est à partir de là que les romans commencent. En fait, tu vois, elle impose
des devoirs au seigneur, là où il n'avait que des droits, y compris sur les vilains, c'est-à-dire sur les serfs et tout ça. Elle va agrandir des villes, elle va changer complètement, si tu veux, le paysage social politique, voilà. Et dans toute l'Europe, parce que son exemple sera suivi dans toute l'Europe. Donc ça c'est exceptionnel. Et rien qu'à ce titre-là, si tu veux, c'est un personnage exceptionnel. Et en même temps, c'est une femme qui est capable de prendre l'épée, qui va trucider sa rivale, tu vois, qu'à ce côté-là. Alors, je me suis posé la question, parce que tu vois, je me rappelais plus du Lille Aliénor. Est-ce qu'elle se battait déjà dans Oui, elle se battait dans Lille Aliénor. Elle est partie en croisade. Effectivement, elle est partie en croisade, voilà, tu vois. Donc, alors, et voilà, et tu te dis, mais est-ce qu'il y en a c'était la seule à l'époque? Ah oui, la seule. Ça a toujours été la seule au niveau des reines. Elle a amené toutes ses dames de compagnie à l'époque. Enfin oui, ça a été la seule à faire ça. Elle a vécu jusqu'à 82 ans. Non, mais ce truc de malade. À 80 ans, elle parcourait l'Aquitaine à cheval. Imagine, d'accord, c'était pas les chemins qu'on a aujourd'hui. Pour aller jusqu'en Castille, chercher sa petite fille. Bien sûr. Et la marier au roi de France. Donc tu vois. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Déjà, il y a plus de cheval, il y a plus. Donc, une femme vraiment exceptionnelle. Il y a des bois, il y a tout ça. Et tu vois donc. Vraiment une vie hors du commun et une femme vraiment hors du commun. Et avec elle, donc, cette fameuse Loana de Grimoald dont on a parlé, dernière descendante des grandes prêtresses d'Avalon, et totalement légitime, puisque c'est sous le règne d'Aliénor que la tombe d'Arthur, le fameux roi Arthur, a été déterrée. Que l'épée Excalibur a été retrouvée, donc on a des traces, si tu parles les chroniqueurs de l'époque. Excalibur, on en a un petit voilà. Petit donc passage. En fait, si tu veux, c'est sous son règne que toutes les légendes arthuriennes ont pris corps. C'est tout sous son règne que sont apparus toute l'histoire du roi Arthur, Caerleon, Merlin tel qu'on le connaît sous sa forme actuelle, tout ça, ça a pris naissance grâce à Aliénor. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la fantaisie, toute, si tu veux, la littérature de fantaisie dont je suis aussi une amoureuse, elle est née grâce à cette femme. À Aliénor, donc, si tu veux, là, je ne raconte pas de la légende, on est dans la légende.